L'histoire commence dans un monde médiéval où un marchand bienveillant nommé Banaza propose de rémunérer des esclaves demi-humains pour leur travail. Les humains qui l'entourent se mettent à critiquer Banaza pour sa gentillesse envers une race inférieure, et même les demi-humains hésitent à accepter son paiement. Cependant, Banaza insiste, et ils partent après avoir accepté le paiement avec joie. Banaza dit alors à son ami que tout le monde mérite d'être traité de manière égale, mais elle lui rappelle que leur monde raciste n'acceptera pas ses idées si facilement. Soudain, les mains de Banaza se mettent à briller et bientôt, tout son corps est enveloppé par cette lueur et mystérieusement téléporté au grand choc de Queen. Banaza se sent désorienté lorsqu'il arrive sur un hôtel entouré de prêtres et leur chef l'accueille en tant que candidat au titre de héros pour le royaume de Clyrode. Il explique que leur monde a besoin d'invoquer des héros d'autres univers pour combattre le seigneur démon à leur place, et une servante place un appareil de test pour mesurer les pouvoirs de Banaza. Cependant, elle est déçue de constater qu'il s'agit d'un homme tout à fait normal, tandis que Banaza estime que ce résultat est tout à fait normal. Soudain, une servante pousse un cri de joie sur un autre hôtel, annonçant qu'ils ont invoqué un héros légendaire. Même la servante de Banaza se précipite vers le héros, tandis que toute la foule explose de joie et commence à l'aduler à l'excès. Par la suite, le roi déclare que le héros est leur sauveur, tandis que Banaza est complètement livré à lui-même. Il se demande comment rentrer chez lui, mais le mage du roi lui dit qu'il n'y a aucun moyen de le renvoyer, alors il ordonne à Banaza de vivre dans la lointaine forêt de Delaveza. Après être monté dans la calèche pour son voyage, Banaza demande au conducteur demi-humain s'il est l'esclave du roi, mais celui-ci lui explique que dans leur monde, les demi-humains sont traités sur un pied d'égalité avec les humains. Une fois arrivé dans la forêt, l'homme lézard donne à Banaza un sac de rangement contenant de l'argent et de la nourriture, l'avertissant que cette forêt d'apparence paisible est en réalité remplie de puissants soldats des ténèbres. Alors que le conducteur s'en va, Banaza le remercie pour son aide avant de sortir une épée de son sac. Il se rend compte que le roi lui a donné une épée de pacotille pour le mettre dans une situation délicate avant de remarquer des slimes derrière lui. Banaza pense que ce sera un défi de niveau infacile, mais les slimes l'attaquent soudainement à la vitesse de Mach, et il parvient heureusement à les éliminer. Banaza est stupéfait de voir qu'une seule attaque a complètement détruit son épée. Soudain, une voix lui annonce qu'il a gagné un niveau et lui montre que ses statistiques sont infinies. Banaza ne comprend pas ce que signifie le symbole de l'infini et est sous le choc lorsqu'il commence soudainement à apprendre 1 milliard de nouveaux sorts. Puis, le système détecte que son sac de stockage est maudit par un sort attirant les monstres. Il l'enlève donc, réalisant que le roi voulait le transformer en nourriture pour monstres. Il se dirige alors vers la forêt, mais le système lui indique que celle-ci recèle de nombreuses poches de mana maléfique. Il demande à Banaza s'il doit éliminer ce mana maléfique, celui-ci acquiesce, et une lumière aveuglante jaillit, purifiant complètement un rayon de 1000 km autour d'eux. Soudain, le système interrompt ses pensées en annonçant qu'il a gagné 1 milliard de niveaux supplémentaires, le laissant complètement abasourdi. Pendant ce temps, au château de Clyrode, la princesse Elisabeth proteste contre la décision cruelle de son père d'envoyer Banaza dans la dangereuse forêt de Delaveza, qui est en quelque sorte le quartier général des démons. Le roi ne ressent aucune culpabilité à l'idée de se débarrasser d'innocents qu'il a lui-même invoqués, mais soudain, un messager l'informe que quelqu'un vient d'utiliser la purification, le sort sacré le plus puissant. Le roi sourit d'un air suffisant, pensant que son héros blond a déjà appris un sort incroyable, mais il est stupéfait lorsque le garde révèle que le sort a été utilisé à Delaveza. De retour à Banaza, il se demande comment il a pu gagner 300 niveaux en utilisant simplement un sortilège. Mais il haussera les épaules, considérant cela comme tout à fait normal dans ce nouveau monde. Puis, Banaza décide de cacher sa véritable identité à l'aide d'un sort de métamorphose, qui lui confère un Gyatt de niveau 10. Il commence à se dire qu'être une femme n'est peut-être pas si mal, mais finalement, il combat ses pensées intrusives et redevient un homme déguisé. Puis, le système le téléporte de retour à la capitale royale, ce qui lui donne l'idée d'essayer de se téléporter chez lui. Le sort ne fonctionne pas, alors Banaza se contente de sourire et décide de s'installer dans ce nouveau monde en devenant aventurier. À la guilde des aventuriers, la réceptionniste lui explique tous les rangs d'aventurier, elle lui demande son nom, mais il choisit de cacher son identité et s'inscrit sous le nom de Flio. Après avoir reçu son jeton d'aventurier, Flio réfléchit à la quête par laquelle commencer et remarque une jeune fille qui demande à être escortée jusqu'à la forêt de Delaveza. Même après qu'elle leur a dit que sa famille sans défense est en danger, les aventuriers la renvoient froidement, refusant de risquer leur vie. Flio a pitié de la jeune fille et lui propose de la téléporter là-bas, mais tout le monde autour de lui pense qu'il s'agit d'un pervers qui tente de piéger une innocente avec de fausses promesses. En entendant leur chuchotement, Flio comprend enfin que la téléportation n'est pas un sort de débutant. C'est alors que la chevalier royale Balirosa et ses amis l'interrogent pour qu'il explique
explique ce qu'il est en train de faire. Il leur dit qu'il a la preuve qu'il peut se téléporter et les emmène dans une ruelle tranquille pour le leur montrer. Flio utilise le sort et téléporte tout le groupe hors de la forêt, les laissant tous sous le choc. Réalisant qu'elle l'a accusé à tort, Balirosa s'excuse rapidement auprès de Flio, tout comme ses amis. Pendant ce temps, la petite fille s'inquiète de voir que tout le mana maléfique a disparu de la forêt. Flio tente de lui expliquer qu'il a purifié la forêt, mais le système l'empêche de révéler ses secrets à un démon. Il est déconcerté par le fait que la petite fille soit un démon, et soudain, toutes les filles pointent leurs armes vers elle, sachant déjà qu'elle trompait les gens pour qu'ils l'aident et qu'elle les absorbait pour leur pouvoir. La petite fille se tient là, l'air innocent, mais soudain son visage se tord en un rictus bestial, et elle se moque de tout le monde, les traitant de trop forts pour l'affronter. Elle révèle sa véritable forme, celle d'un gigantesque loup démoniaque appelé Fenris, affirmant qu'elle est la sœur de l'un des 4 démons les plus puissants, les 4 infernaux. Les filles tombent toutes à genoux sous la pression de Fenris, mais Flio reste debout, à sa grande surprise. Il protège les filles de ses attaques et les téléporte vers le château, se préparant à affronter le seigneur démon de front. Fenris se jette sur Flio, mais celui-ci esquive facilement son attaque avant de bloquer la suivante. Il utilise une tornade pour la piéger, puis un sort de gravité pour la maintenir clouée au sol. Flio se demande comment vaincre le démon sans blesser personne, et le système lui suggère de la réduire en esclavage afin de contrôler ses pensées. Cependant, Flio refuse de recourir à l'esclavage, souhaitant préserver le monde de ce concept maléfique. Alors que Fenris continue d'essayer en vain de se libérer de la puissante gravité, le système ne cesse de dire à Flio de la servir, mais il continue de refuser jusqu'à ce que Fenris soit à court de magie. Elle accepte sa défaite et se prépare à mourir, mais Flio l'épargne. Fenris lui rappelle qu'elle est l'ennemie jurée de tous les humains, mais il lui répond qu'il ne veut pas se venger de quelqu'un qui s'est rendu. Touchée par sa gentillesse, elle reprend sa forme humaine et Flio détourne rapidement le regard avant de lui donner des vêtements. Cependant, elle s'évanouit d'épuisement avant d'avoir pu les enfiler, alors Flio la porte jusqu'à une tente et la soigne avec sa magie. Alors que Fenris se repose à l'intérieur de la tente, il se demande pourquoi il est capable d'utiliser les sorts les plus puissants au monde. Peu après, Fenris se réveille dans la tente et en sort après avoir constaté que son corps est complètement guéri. Pour remercier Flio de sa gentillesse, elle décide de ne plus jamais attaquer les humains et lui propose de devenir sa servante. Flio lui dit qu'elle n'a pas besoin d'aller aussi loin, mais Fenris se met à pleurer, affirmant que sa vie n'aura plus aucun sens sans son maître. Il craque complètement devant son jeu d'actrice si mignon et accepte son offre, mais la prévient qu'il vient d'un autre monde. Cependant, Fenris se moque bien de savoir d'où il vient et affirme qu'elle continuera à le servir quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, au château royal, le roi se met en colère contre son faux héros pour avoir perdu toute une troupe de soldats face à des démons de niveau 1. Le prince se défend avec arrogance, affirmant que ses soldats étaient trop pathétiques pour affronter un vrai monstre, puis quitte la salle. Le roi interroge alors un soldat sur les performances du héros et apprend qu'en réalité, celui-ci s'est enfui comme un lâche et a rejeté toute la responsabilité sur les soldats. Dans les couloirs du château, le héros se sent frustré d'être trop faible pour combattre de vrais monstres, même après tant d'entraînement. Sa belle servante Tsuya interrompt ses pensées et le prince s'en va dépenser tout l'argent du roi pour la choyer. Le lendemain, alors que Flio se rend avec Fenris à la guilde des aventuriers, un marchand ambulant l'appelle Madame Flio. Elle se réjouit que les gens pensent qu'ils sont mariés et Flio dit que c'est un bon moyen de dissimuler leur véritable relation. Cependant, Fenris commence à prendre cela pour un vrai mariage. Ravi d'avoir un mari aussi fort qu'elle, ils entrent ensemble à la guilde des aventuriers où Fenris s'inscrit en tant qu'aventurière, rougissant d'avoir reçu un jeton assorti à celui de son mari. Alors qu'il se demande quelle quête choisir, la réceptionniste annonce que le royaume est en état d'urgence à cause d'une horde d'ours démoniaques. Elle révèle que n'importe qui peut accepter la quête visant à vaincre la horde, mais les aventuriers se sentent mal à l'aise, car même le héros a échoué face à elle. Flio pense également qu'il est trop faible pour combattre une armée assez puissante pour vaincre le héros, mais Fenris lui dit que les ours sont trop faibles pour eux. Elle le fait se téléporter tous les deux à l'emplacement de la horde d'ours, et ils remarquent une maison vide réservée par la guilde pour les aventuriers. Tous deux se préparent à éliminer les ours, quand ils entendent soudain des cris terrifiés tout près. Ils se dirigent vers la scène et voient des filles encerclées par des ours démoniaques. Fenris pense qu'il devrait simplement ignorer ces faibles humains, mais Flio reconnaît qu'il s'agit des chevaliers royaux, alors il intervient pour les aider. Il élimine une vague d'ours avec un sort de foudre, tandis que Fenris en achève un autre. Les filles sont soulagées d'avoir été sauvées, stupéfaites que Flio ait survécu à son combat contre un seigneur démon. Elles demandent qui est la jolie fille qui l'accompagne, et Flio présente Fenris comme une simple amie, ce qui la blesse. Soudain, un autre ours surgit de nulle part et s'approche furtivement de Fenris, et Flio craint qu'elle ne soit blessée. Cependant, Fenris se contente de fixer
jeter l'ours du regard, et celui-ci est tellement terrifié qu'il se soumet complètement à elle. Fenris et Flio décident toutes deux de garder l'ours désormais calme comme animal de compagnie, et Flio le transforme en un petit lapin appelé Sib, choquant les filles par la désinvolture avec laquelle il traite un démon. Par la suite, les filles se présentent sous les noms de Balriosa, Blossom, Bailori et Bellano, et demandent à Flio de les entraîner. Balriosa explique qu'après que le roi eut ordonné à tous les aventuriers de devenir assez forts pour soutenir leur héros, elles ont essayé de s'entraîner pour affronter les ours démoniaques, mais qu'elles étaient encore trop faibles pour en vaincre ne serait-ce qu'un seul. Flio hésite, se disant qu'il n'a aucune expérience dans l'enseignement, tandis que Fenris devient jalouse à l'idée que les filles tentent de séduire son homme. Il remarque sa colère et explique aux filles que Fenris est en réalité sa femme. La situation devient alors gênante pour tout le monde et elle retire leur demande. Cependant, Fenris est satisfaite qu'il ait annoncé leur mariage en public et autorise Flio à former les filles. Il accepte donc finalement de les prendre comme élèves. Puis, les chevalières demandent maladroitement à Flio si elles peuvent vivre chez lui car la forêt est trop dangereuse pour elles. Fenris accepte rapidement de les héberger, affirmant qu'elle peut leur faire de la place en dormant dans le même lit que son mari qui rougit. Le lendemain, Flio emmène les filles combattre une bête démoniaque, mais elles lâchent toutes leurs armes et s'enfuient, terrifiées pour leur vie. Flio se rend compte qu'il leur faudra du temps avant de pouvoir affronter de vrais monstres. Alors, il loue une chambre où les filles peuvent séjourner. Les filles le remercient pour son cadeau et Fenris les appelle en bas pour le dîner, mais elles sont déçues de voir de la viande crue servie dans leurs assiettes. Flio commence à cuisiner la viande avec Balirosa, ce qui déconcerte Fenris qui aime la viande crue. Au bout d'un moment, il prépare deux délicieux plats et Balirosa explique qu'elle vient d'une famille noble pauvre qui n'a pas les moyens d'engager de cuisinier, alors ils ont simplement appris à se préparer leur propre nourriture. L'ego de Fenris refuse d'accepter que la nourriture cuite soit meilleure que la viande crue, mais sa fierté en prend un coup car c'est la chose la plus délicieuse qu'elle ait jamais mangée. À contre-cœur, elle dit aux filles qu'elle cuisinera la prochaine fois et celle-ci accepte joyeusement son offre. Le lendemain, Fenris et Flio surprennent la guilde des aventuriers avec toutes les puissantes bêtes qu'ils ont tuées pour leur butin. Alors que tout le monde chuchote à leur sujet, Flio se rend compte qu'il aurait dû être plus discret au lieu de simplement déverser les monstres devant la guilde en plein jour. Puis, Fenris demande à Flio si elle peut s'occuper de certaines affaires avant qu'un membre du personnel de la guilde, appelé Léolith, ne l'appelle pour une discussion importante. Alors que Fenris part suivre en secret des cours de cuisine, Léolith emmène Flio dans la salle de la guilde où il le félicite pour ses exploits. Il regrette secrètement d'avoir tant fait étalage de ses exploits par erreur, tandis que Léolith lui demande de rejoindre le royaume et de soutenir le héros en tant que bras droit. Cependant, Flio pense à sa vie paisible avec Fenris et décide que cela ne vaut pas la peine de s'impliquer dans une guerre sans intérêt, au grand choc de Léolith. Après avoir refusé l'offre de Léolith, Flio sort de la guilde des aventuriers où il trouve Fenris qui a l'air de sortir tout droit d'une zone de guerre. Il s'inquiète qu'elle ait été malmenée par des bêtes démoniaques, tandis que Fenris repense à son cours de cuisine désastreux où elle vient de faire exploser toute la cuisine. Pendant ce temps, au château royal, le héros apprend qu'une personne puissante a éliminé les ours démoniaques. Il donne donc l'ordre de recruter cette personne comme bras droit. De retour chez lui, Flio refuse l'offre du royaume de se joindre à eux et continue d'enseigner à ses élèves. Il observe Blossom s'occuper de sa ferme, pensant qu'elle pourrait devenir Super Saiyan si elle consacrait le même effort à l'entraînement. Pendant ce temps, Fenris essaie de convaincre Bailori de tirer sur une cible vivante plutôt que sur une cible fixe, mais elle trouve trop difficile de blesser un être vivant. Flio offre également à Bellano une bague pour renforcer son mana, qu'elle accepte, mais Fenris se glisse derrière elle, la menaçant de mettre fin à sa carrière si elle la passe à son annulaire. Tout en gardant jalousement les filles à distance de son mari, Fenris remarque que quelqu'un les espionne. Plus tard, elle prépare un dîner incroyable pour tout le monde et révèle ses cours de cuisine secrets, expliquant que même si cela lui semblait impossible au début, elle a finalement appris à manier les ingrédients. Heureuse de pouvoir se rendre utile autrement qu'en combattant, Fenris sert à Flio une portion spéciale de curry. Il apprécie sa cuisine, ce qui la fait rayonner de joie, tandis qu'à l'extérieur de leur maison, l'espionne appelée Uliminas continue de les observer. Uliminas ne se rend pas compte de la présence de Fenris, qui surgit soudain derrière elle et l'emmène à l'intérieur pour l'interroger. Flio sert du thé à Uliminas et apprend qu'elle est en réalité une servante du seigneur démon. La néco-humaine lui explique qu'elle se trouvait juste dans les parages et qu'elle les a vus ensemble par hasard. Fenris annonce fièrement à Uliminas qu'elle est mariée à Flio, qui est stupéfait qu'un homme ordinaire ait réussi à l'apprivoiser. Uliminas demande alors ce qui est arrivé à la forêt de Delaveza, et Flio explique qu'il l'a purifiée à l'aide d'un sort, ce qui la choque. Elle demande à Fenris si elle savait que Flio avait indirectement tué son frère Fengaril, qui se trouvait
trouvait également dans la forêt. Fenris répond que même si c'était le cas, son frère ne voudrait pas qu'elle pleure sa mort. Elle dit au chat qu'elle a décidé de rester avec Flio en raison de sa force et de sa gentillesse. Et les filles jettent un œil depuis un coin, se sentant coupables d'avoir écouté leur conversation. Pendant ce temps, Ulyminas estime que Flio et Fenris constituent tous deux une menace pour le Seigneur Démon, alors elle fait semblant de défier Flio dans un combat amical afin de les éliminer. Elles sortent pour commencer le combat et Ulyminas bondit, lançant une griffe magique qui fond sur Flio tout en déclenchant une attaque depuis le sol. À sa grande surprise, Flio repousse facilement les deux sorts et lui immobilise fermement les membres. Complètement impuissante dans son piège, elle abandonne rapidement et s'en va, et Flio retourne à l'intérieur avec Fenris. Il explique plus tard aux filles qu'il cachait l'identité de Fenris pour les protéger des ennuis, ajoutant qu'elles sont libres de la dénoncer au château maintenant qu'elles sont au courant. Bellarossa prend la parole, affirmant qu'elle ne trahirait jamais quelqu'un qui l'a tant aidé. Les autres filles acceptent également de garder le secret, mais ce moment de sérénité est gâché lorsque Fenris perçoit une perturbation à l'extérieur. Lorsqu'elles sortent pour enquêter, les filles sont horrifiées de voir une horde des dragons les plus puissants du Seigneur Démon voler vers elle avec Ulyminas. Ulyminas pense qu'elle a la partie gagnée, mais Flio est simplement ravi de voir un dragon pour la toute première fois. Il se met alors au travail et balaye les dragons du ciel comme une nuée de mouches, à la grande incrédulité d'Ulyminas. Alors que les dragons restants s'enfuient, Ulyminas se retrouve à la traîne et Flio aide Blossom à éliminer un dragon à son tour grâce à son aide. Blossom est ravie d'obtenir gratuitement le titre de tueuse de dragons, tandis que Bellarossa se met à pleurer parce que les autres dragons sont déjà partis. En observant cette scène dans une boule de cristal, le Seigneur Démon Gol se lève, prêt à passer à l'action contre son nouvel ennemi dangereux. Le lendemain, Flio dresse un champ de force autour de sa maison pour les protéger d'éventuels espions démoniaques. Fenris lui fait remarquer qu'il a été trop indulgent en renvoyant Ulyminas sans la punir, mais Flio se sent toujours coupable d'avoir tué accidentellement son frère, Fengaril. Elle lui répond que cela lui est égal et se blottit joyeusement contre lui pour rentrer à la maison. De retour à la maison, les jeunes chevalières admirent toujours le titre de tueuse de dragon de Blossom. Bellarossa s'excuse et part s'entraîner, pleurant en secret car elle aussi voulait ce titre. Elle est triste de ne pas avoir eu la chance de rétablir le statut noble de sa famille, mais un homme interrompt ses pensées en lui demandant le chemin pour se rendre chez un vieil ami. Elle demande à l'homme qui il cherche et après avoir appris qu'il s'agit de Fenris, elle pointe son épée vers lui, le soupçonnant d'être un démon. Le démon lève les mains en signe de reddition, affirmant qu'il ne veut aucun mal et propose de partir après avoir dit à Balirossa d'inviter Fenris à lui rendre visite. Balirossa se demande pourquoi cet homme a un nom aussi bizarre, Gozal, tandis que Flio et Fenris se précipitent pour voir comment elle va. Fenris lève les yeux au ciel devant le Seigneur Démon pour avoir utilisé un faux nom aussi évident, tandis que Balirossa se met à transpirer à grosses gouttes parce qu'elle vient de menacer le Seigneur Démon sans y penser. Par la suite, Flio et Fenris invitent Gol à entrer chez elle et il est surpris de voir à quel point Flio est calme. Gol aperçoit Balirossa à l'intérieur de la maison et l'invite à s'asseoir avec lui. Puis il exige avec colère de savoir ce que Flio a fait à son serviteur Ulyminas. Fenris demande à Gol s'il veut se venger pour Ulyminas, mais celui-ci demande en réalité à Flio de rejoindre son armée des ténèbres. Flio refuse son offre et Gol se demande pourquoi il ne se bat ni pour les humains ni pour les démons. Flio lui explique qu'il vient d'un autre monde et qu'il ne s'impliquera donc pas dans une guerre dont il ignore même la raison. Gol explique que leur monde est en guerre depuis 500 ans, depuis l'arrivée du premier seigneur démon venu d'un autre monde. Les démons étant opprimés par les humains, le seigneur démon les a poussés à riposter, ce qui a déclenché cette guerre sans fin. Cependant, Gol estime que cette guerre est inutile et cause des souffrances inutiles, et Flio est surpris qu'un démon comme lui aspire réellement à la paix. Puis, Gol dégage une aura menaçante, déclarant qu'il ne prendra tout de même pas le risque si quelqu'un d'aussi puissant que Flio change d'avis et se range soudainement du côté des humains. Flio lui répond calmement qu'il ne se battra pas, tandis que Fenris sirote tranquillement son thé et que Balirossa subit 10 crises cardiaques différentes sous la pression. Gol dissipe enfin son aura et rit, réalisant que Flio est sincère dans ses propos. Il se lève pour partir, disant qu'il reviendra lui poser la question à nouveau. Avant de partir, il s'étonne que Balirossa ait tenu le coup malgré la pression, alors qu'elle n'est qu'une humaine. Après son départ, les filles vont voir la pauvre Balirossa, qui a simplement accepté son sort. Le lendemain matin, Balirossa descend pour le petit déjeuner, mais elle voit Gol qui s'amuse à table. Il l'invite à se joindre à lui, mais elle prétexte que sa chemise de nuit n'est pas une tenue appropriée et se glisse hors de la pièce. Plus tard, Balirossa tente de s'échapper de la maison, mais trouve Gol qui l'attend à la porte. Après cette journée, Gol continue de lui rendre visite,
la forçant à s'enfuir à chaque fois. Dans la capitale royale, des espions informent le roi qu'un homme étrange se rend chez Flio, et celui-ci se met en colère, pensant que Flio l'a trahi. Cependant, la première princesse fait remarquer qu'ils n'ont aucune preuve que Flio collabore avec les démons et qu'ils devraient donc l'interroger sur ses intentions avant de lancer une attaque. Mais leur héros idiot débarque soudainement comme un grand caïd, déclarant qu'il va y envoyer une armée et forcer Flio à se joindre à eux. De retour au palais du seigneur démon, Ulyminas demande à Gol de rester en retrait car Flio est trop puissant, mais il lui répond qu'il s'agit d'un homme de confiance qui lui a témoigné bien plus de respect que le roi. Après avoir déclaré qu'il y avait encore une chance de recruter Flio, Gol quitte le palais, mais Ulyminas se demande si c'est vraiment son véritable objectif. Pendant ce temps, chez Flio, Fenris l'observe tandis qu'il fabrique de l'équipement à partir d'écailles de dragon pour lancer une entreprise d'armement. Elle lui rappelle qu'il pourrait gagner bien plus d'argent en travaillant simplement pour le roi, mais Flio lui répond qu'il ne veut pas abuser de son pouvoir ni aider quelqu'un envers qui il a un parti pris. Fenris félicite son mari pour sa gentillesse et son impartialité, mais leur moment d'intimité est interrompu par un coup à la porte. Ils sortent pour voir le héros exiger avec arrogance que Flio se joigne à lui, menaçant de le tuer s'il refuse. Alors que le héros est persuadé que Flio va forcément se rallier à lui après sa performance digne d'un Oscar et qu'ils vaincront ensemble le seigneur démon, Flio lui répond qu'il ne veut se battre pour aucun des deux camps. Cela met le héros en colère, qui pointe son épée vers lui en le traitant de traître à la race humaine. Toutes les chevalières le reprochent donc de se comporter comme un tyran, mais le héros menace de les arrêter si elles ne l'aident pas à vaincre le traître Flio. Réalisant qu'il n'y a pas d'issue facile, Flio décide de partir vivre ailleurs pour protéger les filles de tout ennui, mais Balirosa lui dit qu'elles veulent rester avec lui. Elle explique que les humains lui ont lavé le cerveau en lui faisant croire que les démons sont mauvais, mais qu'en réalité, ce sont eux qui répandent de la haine. Elle souhaite donc rester avec Flio et Fenris, qui sont des gens pacifiques. Voyant que toutes les filles veulent rester avec lui, Flio téléporte tout le monde, tandis que le héros pique une crise de colère parce qu'on l'ignore. Peu après, Gol arrive sur les lieux, pensant que le héros a détruit la maison de Balirosa. Il est furieux que ces stupides humains aient fait du mal à sa bien-aimée et ordonne immédiatement à tous ces démons de lancer une attaque contre le royaume de Clyrode. Très vite, l'armée démoniaque commence à percer les défenses de Clyrode, franchissant rapidement toute leur ligne de défense nord. Le roi se demande pourquoi son héros ne fait rien et ses conseillers suggèrent de rassembler tous leurs mages et de lancer un sort de purification puisque leur héros est totalement inutile. Pendant ce temps, Gol devine que le royaume va recourir à la purification. Il ordonne donc à toutes ses troupes de se retirer du champ de bataille. Les mages du roi se rassemblent et lancent un immense sort de purification qui élimine le mana noir qui entoure leur nation. De retour chez Flio, Fenris lui demande s'il a lancé son commerce en ville, mais il lui répond qu'il est encore en train d'étudier le marché des armes pour fixer un prix pour ses propres marchandises. Blossom propose également de vendre ses légumes pour générer des revenus, et Bailery suggère d'élever leurs chevaux pour contribuer. Balirosa et Bellano se sentent tous deux inutiles car ils sont sans emploi, mais Fenris dit qu'elle les soutiendra fièrement en tant que maman de la meute, et Flio est d'accord, ce qui les fait se sentir coupables. Dans le royaume, un mage informe la première princesse que leur sort de purification ne durera que 3 mois, et elle décide de prendre les rênes du royaume puisque son père est dans le coma après avoir utilisé tout son mana. Pour son premier décret, elle déclare qu'elle va expulser le héros inutile et ordonne aux mages de consulter un oracle pour déterminer ce qu'ils doivent faire ensuite. Plus tard, un garde expulse le héros avec ses affaires et celui-ci hurle pathétiquement que le royaume reviendra en courant pour demander son aide. Pendant ce temps, dans la chambre de Flio, il dit à Fenris qu'il a remarqué à quel point elle travaille dur. Elle lui répond qu'elle ferait n'importe quoi pour lui et Flio la remercie alors d'avoir accueilli les jeunes filles humaines chez elle. Il lui dit qu'il lui est reconnaissant pour toute son aide, mais Fenris s'endort d'épuisement avant qu'il n'ait pu finir sa phrase. Il se sent reconnaissant de mener une vie paisible, sachant qu'il se serait perdu dans ce nouveau monde sans sa femme. Le lendemain matin, les chevalières disent à Flio de leur laisser la maison et de profiter d'un agréable rendez-vous avec Fenris. Fenris approuve leur idée, mais Flio se sent toujours timide en sa présence. Ils sortent bientôt et profitent de leur moment en couple en déjeunant dans un bon restaurant. Après le déjeuner, Bonanza dit à Fenris qu'il veut lui offrir un cadeau en guise de remerciement et elle se sent ravie de recevoir son amour. Alors qu'ils font le tour des étals de la rue, Fenris remarque de jolis bijoux et Flio lui achète une jolie broche qu'elle porte avec fierté. Plus tard dans la nuit, les filles regardent Fenris s'extasier devant son cadeau, jalouses qu'elle ait un mari aussi gentil. Après que tout le monde soit allé se coucher, Fenris rejoint Flio dans son lit, le laissant sans sommeil tant il est nerveux. Pendant ce temps, le héros fouille dans le trésor du royaume, essayant de mettre la main sur un trésor secret qui l'aidera à vaincre Flio. Alors qu'il est envieux du pouvoir de Flio, une voix lui murmure à l'oreille «
la voix dit au héros de la libérer s'il veut le pouvoir le plus puissant du monde, et l'invite dans une pièce secrète pour retirer une épée d'un rocher. Tsuya s'inquiète en voyant le prince parler aux voix dans sa tête, et il se rend compte qu'il est le seul à les entendre. Bien qu'il sache qu'il s'agit d'un piège, le héros, désespéré d'obtenir ce pouvoir, retire l'épée mystérieuse. Celle-ci crée une rafale de vent qui le repousse en arrière et invoque un puissant djinn appelé Hiya, qui manie le pouvoir de la lumière et des ténèbres. Voyant que le héros l'a libéré, Hiya lui propose d'exaucer 3 vœux en récompense, et il sourit d'un air sournois, mijotant des plans maléfiques. De retour au château royal, la princesse convoque la vieille oracle, mais avant qu'elle n'ait le temps de dire quoi que ce soit, d'étranges chaînes magiques apparaissent autour du cou de tout le monde. La princesse ordonne à ses gardes de vérifier le trésor, tandis que l'oracle explique qu'un djinn a jeté un sort pour leur faire perdre la tête en échange de l'exaucement d'un vœu. Elle révèle que le djinn pourrait facilement vaincre le seigneur démon, mais que le royaume l'avait enfermée car elle est trop dangereuse. La princesse Elisabeth demande à l'oracle comment se débarrasser de la malédiction, et celle-ci lui dit de trouver le véritable héros, Flio. Pendant ce temps, Flio vend son équipement de chasseur de dragons à un marchand d'armes professionnel qui se demande s'il est bien celui qui a vendu récemment une grande quantité de viande de dragon. Flio lui répond qu'il a simplement des sources secrètes, et le marchand accepte de garder son secret, lui demandant de continuer à lui apporter son butin rare. Flio demande également au marchand de lui présenter quelqu'un à qui il pourrait vendre ses peaux de monstres, et celui-ci accepte sans hésiter. En les observant depuis la vitrine de la boutique, Balirosa est jalouse du talent de businessman de Flio, et Fenris pense qu'elle veut lui voler son homme. Elle rassure rapidement Fenris en lui disant qu'elle veut simplement un homme fort et fiable, tandis que Fenris lui rappelle qu'elle peut toujours se tourner vers le majestueux seigneur démon Gol. Peu après, Flio sort de la boutique et ils reprennent ensemble le chemin du retour. Fenris se sent un peu triste à l'idée qu'ils auront moins de temps à passer ensemble une fois que Flio aura lancé son entreprise, mais soudain, Aya surgit derrière eux, bien décidée à assassiner Flio. Fenris se précipite pour le protéger, mais l'attaque de Aya la transperce, la laissant tomber dans les bras d'un Flio sous le choc. Aya tente de l'attaquer à nouveau, mais Flio bloque tous ses sorts grâce à ses défenses automatiques, tout en essayant de soigner Fenris. Le système lui indique que sa blessure est trop profonde pour être soignée, et le cœur de Flio s'arrête, pensant qu'il a perdu sa femme pour toujours. Pendant ce temps, Aya lance un puissant sort appelé Origine de la Lumière, qui provoque une violente explosion à l'endroit où se trouve Flio. Cependant, à sa grande surprise, il reste indemne, et le système apprend à utiliser son sort. Tenant sa femme ensanglantée dans ses bras, Flio se souvient de tout l'amour qu'elle lui a donné, même s'il lui a enlevé son frère. Furieux d'avoir échoué à protéger son amour, il se lève silencieusement, jurant d'une voix glaciale de faire payer à Iya ce qu'elle a fait. Son système remonte automatiquement le temps de Fenris, effaçant ses blessures sous les yeux du djinn stupéfait. Iya demande à Flio comment il peut utiliser un sort aussi incroyable, et il lui répond en lui assénant un coup de poing au visage. Iya se sent insultée, mais Flio s'approche tranquillement d'elle et la projette au sol d'un coup de pied, lui ordonnant de se taire. Iya tente d'utiliser un sort des ténèbres contre lui, mais Flio le brise facilement et la soulève par la tête. Alors qu'il la projette contre un mur, Aya réalise que Flio a des statistiques infinies, sachant qu'elle est condamnée. Pendant ce temps, Flio continue de la rouer de coups sans pitié, et chaque coup fait gicler du sang partout. À proximité, Fenris se réveille enfin, surprise de voir son corps guéri, et regarde son mari briser chaque os du corps de Iya. Fenris est fier que Flio soit si en colère pour elle, mais se souvient alors de la gentillesse dont il avait fait preuve le jour où il lui avait épargné la vie. Flio attrape alors Iya par le cou, s'apprêtant à l'achever, et elle le supplie d'épargner sa vie. Il refuse froidement de pardonner à l'assassin de sa femme, mais lorsqu'il entend la voix de Fenris, le regard de Flio s'adoucit enfin. Elle le supplie de laisser Iya partir, lui rappelant qu'il ne tue jamais ceux qui se rendent à lui. Flio lâche la djinn et serre sa femme dans ses bras, versant des larmes de soulagement qu'elle soit toujours à ses côtés. Pendant ce temps, la princesse se téléporte près de l'endroit où se trouve Flio, prête à lui demander son aide, mais soudain, l'écolier maudit de tout le monde se brise. De retour au trésor royal, le héros et Tsuya se blottissent l'un contre l'autre dans une pièce fermée à clé, tandis que les chevaliers frappent à la porte. Soudain, une voix étrange retentit, se réjouissant que Haya, qui la retenait, ait échoué dans sa mission. La voix prend le contrôle du corps de Tsuya et se présente comme la grande mage d'Amalinas, avant de transformer le héros en une bête gigantesque. Elle grimpe sur le dos de la bête, prête à se venger de tous les nobles qui l'ont scellée. De retour en ville, Flio soigne toutes les blessures de Iya. Elle se réveille et implore immédiatement son pardon, et il lui dit que tout va bien puisque sa femme va bien. Flio explique à Iya qu'il a inspecté sa mémoire pour découvrir pourquoi elle l'avait attaqué, et elle est stupéfaite qu'il ait copié un sort que seule elle sait
utilisée dans le monde entier. Il se demande comment gérer cette djinn gênante et Fenris suggère rapidement qu'il fasse de Aya sa servante. Il demande à Fenris si cela ne la dérange pas d'avoir son agresseur parmi eux et elle lui répond que même si elle est agacée, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même pour avoir été trop faible. Avec l'accord de Fenris, Flio accepte de pardonner à Iya et l'invite à se joindre à lui. Iya est surprise car elle pensait que les humains étaient des créatures maléfiques qui n'oublient jamais leur haine, mais la gentillesse de Flio la pousse à accepter son offre. Elle propose de devenir sa servante à part entière et Flio s'excuse de l'avoir battue. Cependant, Aya lui pardonne rapidement, secrètement excitée par la violence avec laquelle il l'a maltraitée. Fenris devine rapidement ses pensées tordues et se met en colère, mais Flio se demande comment réparer les dégâts causés à la ville par leur combat. Il envisage d'utiliser à nouveau le sort de rembobinage du temps, mais Iya le met en garde contre une utilisation excessive. Elle explique qu'il dispose de statistiques infinies et de la capacité de copier n'importe quel sort qu'il voit, mais qu'une utilisation excessive de la manipulation du temps peut causer de sérieux problèmes. Flio acquiesce et se contente d'utiliser de la magie de réparation normale, puis rentre chez lui avec les filles après avoir remis la ville en état. Une fois rentrées, les chevalières sont terrifiées par Iya et Balirosa l'emmène dans sa chambre. Plus tard dans la nuit, Flio est assis seul, réfléchissant à ses pouvoirs incroyables qui lui permettent même de vaincre des djinns mythiques. Balirosa entre dans la pièce et il lui dit qu'il ne sait pas comment utiliser ses pouvoirs. Elle lui répond que c'est une question difficile et qu'elle-même cherche encore à comprendre pourquoi elle s'entraîne pour devenir plus forte après que le royaume l'ait trahi. Par la suite, Flio retourne dans sa chambre où il trouve Fenris assise en silence. Il lui demande ce qui ne va pas et elle lui dit qu'elle a peur qu'il retourne dans son monde d'origine grâce à la puissante magie du djinn. Fenris supplie Flio de l'emmener avec lui, mais il la rassure en lui disant qu'il ne veut de toute façon pas y retourner, car son ancien monde est hostile aux demi-humains comme elle. Puis, Flio lui propose de se marier pour de vrai, en lui disant qu'après tout le temps qu'ils ont passé ensemble, il est vraiment tombé amoureux d'elle, même s'il ne faisait que prétendre être en couple. Fenris lui dit qu'elle a toujours considéré leur mariage comme réel et qu'elle est heureuse d'avoir pris cette décision. Alors que leurs cœurs battent à tout rompre, ils s'allongent l'un contre l'autre et Fenris demande à Flio de ne plus cacher sa véritable apparence. Il lui explique qu'il a construit sa vie avec elle sous les traits de Flio et qu'il continuera donc à se présenter sous cette forme. Ils s'apprêtent alors à passer une nuit intime ensemble. Soudain, un bruit tout proche interrompt leur élan et ils découvrent Aya, la perverse, en train de savourer leur romance torride. Fenris lui demande ce qu'elle a vu et Aya révèle fièrement qu'elle était là depuis le début. Flio lui demande de les laisser tranquilles dans la chambre, mais Iya rétorque que c'est son devoir d'être aux côtés de son maître quoi qu'il arrive. Alors que toute la maison les entend crier après Iya, celle-ci propose de devenir invisible à condition de pouvoir regarder, laissant le mari et la femme complètement embarrassés. Le lendemain, la princesse Elisabeth parcourt la ville à la recherche de Flio, mais ne trouve aucun indice sur l'endroit où il se trouve. De retour chez Flio, tout le monde s'assoit pour dîner et les filles apprennent que c'est Iya qui s'occupe de toutes les tâches ménagères. Elles se sentent toutes gênées de vivre chez Flio comme une bande de fainéantes sans emploi, tandis que Flio se demande pourquoi elles sont si déprimées. Plus tard, Blossom travaille dur dans les champs, déterminée à prouver sa valeur, tandis que Bellano décide de rendre Flio fière d'elle en devenant plus forte. Soudain, un cheval sauvage se met à piétiner le champ de Blossom, et Bylori se rend compte que le cheval est probablement nerveux à cause de Sib, l'ours démon. Après avoir demandé à Saib de se réduire à sa forme de lapin, elle monte sur le cheval et le calme. Bylori se demande alors s'ils peuvent utiliser toutes les terres libres autour d'eux pour élever des bêtes, et Blossom lui répond qu'ils doivent les acheter au seigneur local. Pendant ce temps, Fenris est heureuse de sortir à nouveau avec Flio, même s'ils vont simplement vendre du matériel. Flio entre et donne de l'armure aux marchands, tandis que Fenris l'attend dehors. Soudain, le ciel s'assombrit alors que des nuages noirs le recouvrent rapidement. À proximité, Elisabeth remarque elle aussi le ciel sombre et un portail apparaît invoquant le héros monstre. Flio sort de la boutique, prêt à protéger les habitants, tandis que Damalinus s'approche de la princesse royale et balaye ses gardes. Iya apparaît également devant Flio et l'informe que le monstre est en réalité un humain transformé par la magie de la sorcière. Elle explique que Damalinus était autrefois la mage la plus puissante de Clyrode, mais que le royaume l'a scellée après qu'elle se soit adonnée à la magie noire. Elle leur dit ensuite que Damalinas a également été scellé avec elle dans le socle de l'épée, mais que le héros de génie les a libérées toutes les deux. Puis Aya demande à Flio la permission de détruire le monstre et il lui dit de faire attention et de veiller à la sécurité des habitants. Pendant ce temps, Damalinas nargue la princesse acculée avant que son monstre ne lève la patte pour l'écraser. Soudain, une explosion repousse le monstre et Damalinas est furieuse de voir Iya protéger la princesse. Elle demande pourquoi le djinn s'oppose à
à elle et Iya lui répond qu'elle éliminera quiconque tentera de se mettre en travers du chemin de son maître. Damalinas se moque d'elle, lui reprochant de ne même pas avoir exaucé un simple vœu et invoque un puissant éclair pour l'attaquer. Cependant, Iya le bloque sans effort, rappelant à Damalinas qu'aucune attaque magique ne peut lui faire de mal. La sorcière tente alors de briser les défenses de Iya à l'aide d'attaques magiques et physiques, mais rien ne fonctionne contre elle. Se sentant désespérée, elle pose ses mains sur le sol et invoque un redoutable pouvoir démoniaque, qui renforce son monstre et triple sa taille. Le monstre se met à se déchaîner, mais soudain il rétrécit pour revenir à sa taille normale, alors que Flio se précipite pour l'aider. Aya s'excuse d'avoir été trop lente pour tuer le monstre à temps, et demande la permission d'achever Damalinas. Se demandant comment un humain a pu briser son sort, Damalinas panique. Puis Iya utilise un sortilège noir qui arrache son âme du corps de Tsuya et l'enferme dans une pelote de laine qu'elle avale. Flio se demande s'il est sans danger de consommer des esprits maléfiques, et Iya lui répond qu'elle disciplinera Damalinas comme il se doit pour qu'elle devienne une servante docile à son service. Pendant ce temps, Fenris se demande quoi faire du héros inconscient et de Tsuya, et Flio lui dit de laisser le château royal s'en occuper. La princesse Elisabeth s'approche de Flio et s'incline, le remerciant d'avoir protégé son royaume. Elle s'excuse auprès de Flio pour tout le manque de respect que le héros idiot de son père lui a témoigné et lui dit qu'elle l'a démis de ses fonctions. Elle demande ensuite à Flio s'il aimerait devenir le héros, mais il refuse, affirmant qu'il ne voudra pas toujours utiliser son pouvoir pour le bien de l'humanité. Il part après avoir dit à Elisabeth qu'il souhaite simplement prendre sa retraite paisiblement et continuer à vivre avec sa femme. Plus tard, après le retour de Flio, les filles lui demandent si elles peuvent acheter plus de terre pour développer leur activité. Bylori propose d'élever des bêtes magiques dans de nouvelles écuries, tandis que Blossom envisage d'agrandir sa ferme, ce qui aiderait Flio à vivre sans avoir à travailler. Fenris se demande s'il est possible d'apprivoiser des bêtes magiques aussi facilement, et Bylleri se dit confiante de pouvoir y parvenir avec suffisamment de ressources. Flio leur dit qu'il va acheter plus de terre aux propriétaires et leur montre combien cela va coûter. Les filles se découragent aussitôt, réalisant qu'elles sont trop fauchées pour acheter ne serait-ce qu'un centimètre carré de terre. Flio propose de les acheter pour elles, mais elles se sentent coupables d'utiliser son argent. Il leur dit alors qu'elles peuvent simplement lui donner une part de leurs bénéfices pour le rembourser. Les filles finissent par accepter son offre et se mettent au travail, et Flio dit à Blossom qu'elle peut essayer de cultiver des plantes hors saison grâce à sa magie. Elle refuse de continuer à dépendre de lui, alors Iya propose de l'aider. Cependant, Blossom refuse, affirmant que les cultures ne peuvent être cultivées qu'avec beaucoup d'amour et de temps, mais Bellano demande à Iya de lui montrer comment la magie peut être mise au service de l'agriculture. Blossom remarque qu'elle porte un uniforme étrange et Bellano lui explique qu'elle a rejoint une académie de magie en tant que professeur. Elle remercie Flio de lui avoir appris tout ce qu'elle sait, mais il lui rappelle d'être fière de tout ce qu'elle a appris et mis en pratique par elle-même. Bellona acquiesce avant de dire à Blossom que la magie peut aussi être utilisée dans la vie de tous les jours, et Flio ajoute qu'elle peut simplement tester la magie sur une petite parcelle de terre avant de l'utiliser sur le reste. Blossom accepte finalement l'aide de Iya, et elle se met au travail avec elle. En voyant tout le monde contribuer de manière positive, Balirosa se sent exclue, tandis que Flio est heureux que toutes les filles aient trouvé leur voie. Il dit à Fenris qu'il souhaite ouvrir sa propre boutique un jour, et elle promet de le soutenir de toutes ses forces. Fenris dit à Flio qu'il peut compter sur elle pour tout, et il lui offre une alliance assortie sertie d'une magnifique pierre précieuse. Alors qu'il glisse la bague à son doigt, Fenris est submergé de joie et serre son mari dans ses bras. Pendant ce temps, à la prison de Clyrode, le héros idiot attend dans une cellule, attendant désespérément son exécution. Dans une cellule voisine, Tsuya pleure en attendant son châtiment, tandis que le prince hurle, refusant d'accepter son destin. Le lendemain, Balirosa se retrouve vêtue d'une robe de mariée dans son rêve. Soudain, Gol s'approche d'elle en tant que mariée et lui annonce qu'ils vont se marier, tandis que les démons autour d'eux les acclament. Gol propose de conquérir le monde comme cadeau de mariage pour Balirosa, ce qu'elle refuse aussitôt, mais lorsqu'il se penche vers elle pour lui donner un gros baiser, elle se réveille enfin de cet horrible cauchemar. Balirosa se sent soulagée, mais réveille toute la maison en hurlant qu'elle ne veut pas avoir de sentiments pour Gol. Le lendemain matin, Balirosa cuisine avec Fenris, qui lui demande pourquoi elle a l'air mal en point. Balirosa lui raconte qu'elle a fait un cauchemar, et Fenris se demande si elle a rêvé de son béguin secret. Alors que Balirosa rougit furieusement, les autres filles utilisent la téléportation instantanée pour venir écouter leur commérage, se demandant si elle est tombée amoureuse de Gol. Balirosa pense qu'il est impossible que Gol puisse l'aimer après qu'elle l'ait menacé, mais les filles lui rappellent qu'il a toujours continué à venir chez elle juste pour la voir. Elles demandent ensuite à Fenris comment elle est tombée amoureuse de Flio, et celle-ci leur répond qu'elle a été attirée par sa gentillesse. Fenris révèle
révèle qu'au début, elle pensait que Flio n'était qu'un garçon innocent et qu'elle voulait donc le protéger. Cependant, après avoir passé du temps avec lui, Fenris a simplement accepté d'être gentille, comme lui. Derrière elle, Flio interrompt leur commérage en s'éclaircissant la gorge. Mais soudain, son système l'alerte que des démons sont apparus à l'extérieur de leur barrière. Flio décide d'aller vérifier si les villes sont en sécurité, tandis qu'à l'extérieur de la barrière, l'un des espions de Gol observe en silence. Pendant ce temps, au château royal, un conseiller informe Elisabeth que Flio les a payés pour les réparations de la ville en utilisant des pièces spéciales qui n'étaient distribuées que par le château royal lui-même. Elle se demande qui pourrait bien posséder cette monnaie spéciale, et le conseiller lui rappelle que le royaume avait autrefois donné quelques pièces à un héros raté nommé Banaza avant de le chasser dans la forêt. Le conseiller soupçonne que Banaza pourrait se faire passer pour Flio. La princesse réalise alors l'erreur de son père et se demande comment s'excuser auprès de Flio, mais soudain, un messager l'informe que le héros et Tsuya se sont échappés de leur prison. Elle lui ordonne de lancer des recherches, tout en regrettant la décision de son royaume de soutenir ce blond farfelu plutôt que le véritable héros. À l'extérieur du château, le héros et Tsuya paniquent en se cachant des gardes. Le héros estime qu'il ne mérite pas d'être puni, mais Tsuya lui rappelle qu'il a volé une bourse dans le trésor lors de son évasion. Après avoir déclaré qu'il méritait de l'argent puisque le royaume avait promis de le payer pour ses services, il ouvre la pochette. À sa grande surprise, elle ne contient qu'un coffre rempli d'outils agricoles et les gardes le rattrapent rapidement. Cependant, une fois arrivés à leur cachette, les gardes la trouvent vide et quittent les lieux. Pendant ce temps, le héros et Tsuya se réjouissent que l'outil magique ait créé un trou géant pour leur permettre de se cacher, mais se demandent comment ils vont s'en sortir. De retour au château du Seigneur Démon, Gol demande à Uliminas si elle a déjà retrouvé Flio. Elle lui répond qu'il est introuvable et qu'il est possible qu'il ait quitté le pays. Cependant, Gol fait remarquer que la téléportation ne peut emmener une personne que dans un endroit qu'elle a déjà visité, donc Flio n'aurait pas pu se rendre dans un autre pays en si peu de temps. Uliminas pense qu'il devrait attaquer et vaincre le royaume de Clearroad plutôt que de chercher Flio, mais Gol lui rappelle que Flio pourrait réduire tous leurs efforts à néant en utilisant la purification contre eux. Elle fait remarquer que les autres démons n'accepteront pas de mettre fin à la guerre, et Gol lui tapote la tête en disant qu'il ne veut pas sacrifier ses démons pour un combat inutile, tandis qu'à l'extérieur de la pièce, un démon espion sourit. L'espion fait part de ses plans au frère de Gol, Yuigard, qui se met en colère en voyant que son frère agit de manière si lâche. Yuigard tape du pied de rage, ce qui envoie son assistante valdinguer au sol pour son plus grand plaisir. Elle lui rappelle que Flio possède le pouvoir d'une véritable héroïne, mais Yuigard la renverse à nouveau. Alors que la démone apprécie d'être maltraitée, Yuigard déclare qu'il va ravir le trône à son frère et lancer une attaque en tant que véritable chef de la race des démons. De retour en ville, Flio et Fenris profitent d'un rendez-vous en s'assurant que tout est en sécurité. Cependant, elle tombe sur une vieille dame qui est en train de fermer sa boutique, expliquant qu'après la guerre, son fournisseur a perdu son magasin et qu'elle n'a donc pas d'autre choix que de mettre la clé sous la porte. Fenris est attristé de voir que tant de gens ont souffert des combats, mais Flio lui rappelle que de nouveaux magasins ouvrent leurs portes, preuve que les humains se relèvent toujours après leur perte. Plus tard, Balirosa les retrouve tous les deux et leur propose de les inviter à déjeuner. Fenris est contrarié qu'elle vienne interrompre leur rendez-vous, mais accepte son offre généreuse. Balirosa explique qu'elle a été promue en tant qu'aventurière et qu'elle souhaite les remercier pour tout leur soutien. Avant qu'ils ne puissent partir, cependant, Aya arrive en volant et informe Flio qu'une personne très puissante est en route. Elle se prépare à le défendre, mais Fenris l'en empêche alors que Gol s'approche d'eux. Ils se rendent tous au restaurant pour manger ensemble et Gol est heureux de revoir Balirosa. Elle se sent nerveuse, pensant que ses rêves étranges étaient réels. Mais Gol leur explique qu'il aime visiter les villes humaines pour découvrir leur culture tout en espionnant l'ennemi. Cela contrarie Balirosa qui lui demande s'il veut combattre les humains même après avoir vu qu'ils essaient simplement de vivre en paix. Gol acquiesce sans honte, lui rappelant que les humains considèrent également sa race comme une menace simplement parce qu'elle existe, et elle se calme. Flio dit à Gol que Fenris est assez facile à vivre malgré le fait qu'il soit un démon, et Gol révèle que seuls quelques démons peuvent contrôler leur mana noire. Aya ajoute également que si trop de démons libèrent leur mana noire dans une zone, cela contamine et blesse les humains autour d'eux, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas vivre ensemble. Gol acquiesce, disant que son espèce est aussi un peu colérique, si bien qu'ils se battent pour la moindre broutille. Il se lève et s'en va, tandis que tout le monde reste silencieux et inquiet à table. Alors qu'ils rentrent tous chez eux, Flio se sent triste que les démons et les humains soient séparés de manière si brutale dans leur monde, et il serre sa femme dans ses bras, reconnaissant de pouvoir être avec elle. Pendant ce temps, de retour dans le trou, Tsuya lutte pour remonter jusqu'au sommet. Elle atteint enfin la surface, mais alors qu'elle peine à se hisser, le héros en dessous d'elle est disparu
distrait par ses courbes et tombe après avoir perdu prise. Le lendemain, la famille de Flio savoure un bon steak préparé par Fenris, qui les remercie pour tous leurs compliments. Fenris révèle qu'elle a récemment rencontré sa professeure de cuisine pour la remercier de l'avoir aidé à conquérir le cœur de son mari. Fenris songe alors à apprendre à cuisiner pour leurs futurs enfants. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte. Il sort avec Fenris et trouve Elisabeth debout devant la maison. Elle s'adresse à lui par son vrai nom, Banaza, et s'excuse auprès de lui pour le fait que son père l'ait chassé. Flio l'invite à entrer pour prendre un thé et elle entre, mais demande à tout le monde de sortir afin de pouvoir lui parler en privé. Fenris s'énerve, affirmant qu'elle ne fait pas confiance au royaume après ce qu'ils ont fait à son mari. Et Flio dit à Elisabeth qu'il ne peut pas lui parler sans sa femme. Elisabeth soupire, mais accepte de laisser Fenris rester avec eux avant de s'excuser à nouveau pour tout ce que le royaume lui a fait subir. Flio lui pardonne, mais lui demande si elle a vraiment fait tout ce chemin juste pour s'excuser. Elisabeth sourit en voyant qu'il l'a deviné et lui remet une carte magique qui indique l'emplacement de toutes ses troupes. Flio est surpris qu'elle lui donne des informations top secrètes et Elisabeth l'informe que leur sort de purification va bientôt s'épuiser et que le royaume ne peut pas défendre toutes les zones. Elle lui demande de protéger les zones non défendues et Fenris s'énerve qu'elle essaie encore d'impliquer son mari dans la guerre. Elisabeth explique alors qu'elle prend toutes ces mesures parce que le vrai roi est dans le coma afin de le forcer à abdiquer en lui reprochant d'avoir désigné un faible sans caractère comme héros. Elisabeth ajoute qu'avec l'aide de Flio, elle compte renverser le roi, ce qui met Fenris hors de lui, furieux qu'elle tente encore de l'utiliser. Flio la calme en disant que la princesse veut simplement qu'il lui garantisse qu'il n'aidera pas les démons pendant la guerre. La princesse acquiesce, affirmant qu'elle lui confie des informations secrètes de leur empire en gage de confiance et demande à Flio de l'aider à protéger les zones non défendues sans s'impliquer dans le reste de la guerre. Pendant ce temps, quelque part en ville, le héros et Tsuya sont toujours en fuite, poursuivis par le royaume. Le héros se demande pourquoi Tsuya suit un criminel comme lui, mais elle lui rappelle qu'il l'a sauvé de la prison et l'a emmené avec lui alors qu'elle n'était qu'un fardeau pour lui. Alors que le héros, embarrassé, n'arrive pas à avouer ses sentiments, soudain, une araignée au hasard lance une toile qui les piège tous les deux et un démon surgit pour les kidnapper. Plus tard, dans la chambre de Flio, Fenris le rejoint dans le lit alors qu'il réfléchit à accepter la demande d'Elisabeth. Il lui dit que même s'il déteste se battre, il ne peut pas laisser des innocents sans défense et qu'il souhaite créer un jour un monde où les humains et les démons pourront vivre en harmonie. Fenris lui tient la main, promettant de le soutenir quoi qu'il arrive. Le lendemain, les habitants commencent à évacuer une ville voisine alors que l'armée des démons lance son attaque. Une petite fille cueille des fruits dans une forêt à l'extérieur quand des démons bondissent pour l'attaquer, mais heureusement, Flio et Fenris la sauvent alors qu'ils sont déguisés. Fenris est contrarié que Flio fasse autant d'efforts gratuitement, tandis que les démons s'indignent qu'elle trahisse leur race pour aider les humains. Soudain, un cyclope géant fait son apparition et se moque de Fenris, affirmant que sa race n'est peuplée que de faibles pathétiques comme son frère, qui a perdu face à un humain. Elle se met en colère et se prépare à combattre ce gros dur à un œil, offensé qu'il se moque injustement de son visage. Flio l'autorise à se battre et Fenris s'avance alors que le cyclope rate sa cible avec sa massue. Fenris tourne autour de lui en cercle, lui arrachant des morceaux de chair à coups de dents, et le cyclope se moque d'elle pour la faiblesse de ses attaques. Elle lui dit d'être reconnaissant qu'elle ne le massacre pas carrément avant de sauter en l'air et d'échanger leur position grâce à un sortilège. Le cyclope lui lance sa massue comme un boomerang, alors Fenris échange simplement leur position à nouveau et la massue fracasse la tête du cyclope. Elle l'immobilise ensuite en enfonçant des morceaux d'arbre dans ses blessures, le laissant complètement vaincu et immobilisé. Le cyclope demande à ses sbires de l'aider, mais Flio les neutralise facilement. Il soigne ensuite le cyclope et lui dit de repartir, mais le démon est surpris qu'il lui épargne la vie. Flio explique qu'il veut simplement éviter de se battre, mais que si les démons reviennent, il les mettra à genoux. Les démons finissent par avoir peur de lui et s'en vont, et Fenris se réjouit que tous les efforts de Flio pour apprendre à se montrer dur aient porté leurs fruits. Elle se demande pourquoi il ne les a pas simplement torturés pour qu'ils abandonnent définitivement, mais il lui rappelle que cela n'aurait fait que les pousser à haïr encore plus les humains. Puis, des gens sortent de leur cachette et remercient Flio pour son aide, mais lui demandent pourquoi il est accompagné d'un loup démon. Flio explique qu'elle n'est que sa partenaire, et la petite fille qu'ils ont protégée vient elle aussi les remercier. Il précise ensuite qu'il protège les villages sur ordre de la princesse Elisabeth, et la foule se calme alors qu'il s'en va. Pendant ce temps, au château royal, un messager rapporte à la princesse qu'un aventurier inconnu protège les villes contre les démons, tout en affirmant travailler pour elle. Elle se réjouit que Flio ait accepté sa demande, et son conseiller ordonne au messager d'annoncer que tout le monde dans le royaume doit coopérer avec cet aventurier. De retour auprès de Flio et Fenris, Gol les observe repousser d'autres démons, furieux
mieux que son frère envoie des troupes attaquer sans sa permission. Il reçoit alors un message d'Uliminas lui annonçant qu'au château, Yuigard a déjà pris le pouvoir avec l'aide de ses complices. Au château des démons, l'assistant de Yuigard lui remet le héros Etsuya, affirmant qu'ils peuvent les sacrifier à une créature maléfique pour obtenir le pouvoir de vaincre Gol. Alors que Gol s'envole vers le château, son frère sourit, prêt à le trahir et à tout s'approprier. Le lendemain, Gol demande à Flio de les laisser, Uliminas et lui séjourner chez lui, révélant qu'il est désormais sans domicile. Il explique que, récemment, son espion lui a rapporté que Yuigard prévoyait de le renverser pour devenir le seigneur des démons. Il se souvient qu'au château, Uliminas avait demandé aux 4 infernaux s'ils étaient d'accord pour remplacer Gol, mais ceux-ci lui avaient répondu qu'ils cherchaient simplement à secouer leur roi. Il lui explique que même s'ils sont loyaux envers le roi, ses actions passives et méfiantes sèment le trouble parmi les démons et qu'il doit donc revenir pour montrer sa puissance. Par la suite, ils pénètrent tous dans la salle du trône où ils trouvent Yuigard assis sur le trône. Les 4 infernaux sont irrités par son arrogance, mais Fufun, l'assistant de Yuigard, leur ordonne de ne pas s'immiscer dans leur duel une fois que Gol sera arrivé. Uliminas, incapable de contenir sa colère, bondit pour attaquer Yuigard, mais celui-ci esquive facilement son attaque et la projette contre la porte. Finalement, Gol arrive pour l'affrontement et envoie son espion s'occuper d'Uliminas pendant qu'il affronte Yuigard. Gol s'approche de son frère, qui le défie en duel, affirmant qu'il a pris de mauvaises décisions en tant que souverain. Il demande à Yuigard quelle mauvaise décision il a prise, et celui-ci répond qu'à cause de son attitude lâche, Gol a amené tous les démons à soupçonner qu'il se range du côté des humains. Gol demande aux 4 infernaux s'ils sont d'accord avec Yuigard, et comme ils restent tous silencieux, il libère son pouvoir et se prépare à combattre. Tout le monde s'enthousiasme à l'idée d'assister à une bataille épique. Mais à leur grande surprise, Gol se contente d'ôter son anneau de démon et annonce qu'il cède le trône à Yuigard. Alors qu'il s'apprête à partir, Yuigard se met en colère, pensant qu'il se moque de lui et se jette sur Gol. Cependant, celui-ci le propulse en arrière d'un simple coup de pied qui l'envoie s'écraser à travers plusieurs murs et hors du château comme un déchet. Puis Gol quitte nonchalamment le public stupéfait, tandis que le héros Etsuya se demande s'ils sont sauvés. Une fois que Gol a terminé son récit, Flio lui dit qu'il doit obtenir la permission des filles avant de le laisser rester. À ce moment-là, Balirosa entre et son âme s'envole presque vers le ciel lorsque Gol lui demande s'il peut vivre chez elle. Par la suite, toutes les chevalières se rassemblent et Gol explique qu'il n'est plus le seigneur des démons. Fenris se demande pourquoi Gol n'a pas les moyens de se trouver un logement, alors Uliminas révèle qu'il a donné tout leur argent aux démons qui lui étaient fidèles et a quitté l'armée des ténèbres. Elle est en colère que Gol soit si indulgent, mais il lui dit qu'il ne va pas changer ses habitudes juste pour obtenir du soutien. Puis Flio demande aux filles si cela ne les dérange pas de laisser Gol rester et toutes les filles acceptent, sauf Balirosa. Fenris demande à Balirosa si elle veut qu'elle mette son ancien patron et collègue à la porte, tandis que Flio se sent gêné par ses manœuvres de manipulation. Réalisant qu'elle est littéralement mise en minorité par tout le monde, Balirosa est contrainte d'accepter et Fenris se réjouit d'agrandir sa meute avec un nouveau membre puissant. Alors que Gol commence à vivre avec la famille de Flio, il tente d'aider Blossom à la ferme, mais celle-ci prend peur et lui demande de partir. Il essaie ensuite d'aider Bylori avec ses bêtes magiques, mais son aura ne fait que les rendre sauvages. Après avoir échoué à se lier d'amitié avec les filles, Gol rend visite à Flio dans son armurerie, surpris de voir qu'il a créé un équipement très puissant à partir de matériaux démoniaques. Alors qu'ils discutent tous deux des propriétés de l'équipement, Uliminas les observe de côté, pensant que Gol semble encore plus heureux avec les humains qu'il ne l'était avec les démons. À ses côtés, Fenris remarque que Balirosa les observe, mais celle-ci s'enfuit après avoir été repérée. Le soir, alors que tout le monde savoure le dîner ensemble, Balirosa les observe de loin. Une fois qu'ils sont tous couchés, elle reste dehors à regarder les étoiles et Fenris l'interpelle. Elle propose à Balirosa du thé et des biscuits en compagnie de Flio qui lui confie qu'il s'inquiète de la façon dont elle gère la présence de Gol dans leur maison. Balirosa lui répond que cela ne la dérange pas, mais qu'elle a été surprise que les filles acceptent si rapidement. Elle explique que même si Gol est un homme bon qui ne fait de mal à personne, elle a perdu beaucoup d'amis à cause d'attaques de démons et qu'elle ne pourra donc jamais accepter de vivre avec eux. Flio lui dit qu'il est normal d'éprouver de la rancœur envers les démons et qu'elle n'a pas à se forcer à être amie avec Gol. Puis Fenris lui demande pourquoi elle a accepté de vivre avec elle alors qu'elle est elle-même une louve démon. Fenris révèle également qu'au début, elle voulait livrer toutes les filles à l'armée des démons et Balirosa traverse une crise existentielle face à son propre double standard. Puis Fenris lui rappelle qu'elle a elle aussi apporté sa contribution à leur foyer en lui apprenant à cuisiner. Et Balirosa sourit, se sentant réconfortée par ses paroles d'encouragement. Le lendemain matin,
Balirosa met en garde Gol et Uliminas contre toute tentative de manigance. Mais Uliminas se moque d'elle en lui disant qu'elle est de toute façon trop faible pour leur faire du mal. Balirosa rappelle au chat qu'il a lui aussi lamentablement échoué à vaincre Flio, tandis que Gol rit et lui propose de lui serrer la main, la remerciant de les avoir accueillis chez elle. Elle lui répond qu'elle lui serrera la main lorsqu'elle sera sûre de pouvoir lui faire confiance avant de partir chasser avec Sib. Ailleurs, le héros raté et Tsuya courent vers la ville avec une liasse d'argent volé, tandis qu'un brouillard noir les poursuit. De retour au château des démons, Yuigard est exaspéré car l'armée de Clyrode ne cesse de mettre ses démons en déroute. Fufun lui explique que les humains bloquent désormais leur voie d'attaque à l'avance, et il se demande comment ils ont pu devenir aussi malins. Il repousse Fufun d'un coup de poing après lui avoir ordonné de rassembler son armée pour une attaque de tous les fronts, puis quitte la pièce. Derrière lui, les 4 infernaux chuchotent entre eux, se moquant de leur roi stupide qui attaque sans aucune stratégie. Cependant, Fufun réapparaît dans la pièce et annonce qu'elle a un plan pour remonter le moral de l'armée grâce à une réunion conviviale. Pendant ce temps, Fenris gagne un bon pour des vacances dans une station thermale lors d'une tombola. Elle est ravie à l'idée de passer un séjour romantique avec Flio, mais est déçue lorsqu'elle découvre qu'ils peuvent en fait emmener tous leurs amis avec eux. Par la suite, toute la famille se rend à la station thermale et Fenris se réjouit en apprenant que l'une des sources chaudes est censée favoriser la fertilité. Une fois à l'intérieur, elle interroge discrètement un employé au sujet de la source de la fertilité et s'y rend en silence pour la découvrir. Ailleurs, dans les vestiaires, Blossom est terrifiée après être tombée nez à nez avec Yuigard. Fufun le calme et la renvoie, rappelant à sa maîtresse qu'ils essaient d'éviter une bagarre. Les observant de loin, Fenris avertit Gol de rester à l'écart de Yuigard au cas où il se battrait et gâcherait ses vacances. Ensuite, tout le monde se rend dans leur chambre commune où Fenris annonce fièrement qu'elle a une chambre séparée avec Flio. Tout le monde commence alors à passer en revue les différentes activités proposées par le complexe, tandis que Fenris envisage d'emmener son mari faire un bébé. Aya est ravie à l'idée de voir un peu d'action, mais Fenris lui ordonne d'un ton menaçant de rester à l'écart à tout moment. Puis, après avoir décidé où ils veulent tous aller, tout le monde part en convenant de se retrouver pour le dîner. Pendant ce temps, Hiya se rend dans le royaume intérieur de son âme où elle trouve Damalinas prisonnière, qui lui demande ce qu'elle veut. Hiya lui dit qu'elle souhaite suivre un entraînement spécial avec elle après avoir été inspirée par les activités de Fenris et Flio dans leur chambre. Alors qu'elle installe Damalinas sur un matelas, Hiya se met au-dessus d'elle et la sorcière, déconcertée, lui rappelle qu'elles sont toutes les deux des femmes. Cependant, Hiya lui révèle qu'en tant que djinn magique, elle peut prendre le genre de son choix, ce qui traumatise tellement Damalinas qu'elle la chasse de son propre monde mental. Ailleurs, dans une source thermale, Fenris et Flio sont assis de part et d'autre du mur. Flio apprécie cette sensation de détente et demande à Fenris si elle aimerait partir en lune de miel romantique avec lui un jour. Elle accepte, avide d'un peu d'action, et Flio quitte rapidement le bain gêné. Ailleurs dans la station balnéaire, Bailery tente secrètement de visiter un musée dédié aux jouets pour adultes et Iya, la perverse, la repère rapidement. Malgré les hésitations de Bailery, Aya la traîne à l'intérieur du musée, impatiente de s'adonner à des ébats coquins. Au même moment, Bellano et les autres filles déjeunent avec Gol et Uliminas. Blossom taquine Balirosa parce qu'elle regarde Gol qui la complimente sur sa robe. Uliminas devient jalouse, mais Gol ne remarque pas ses sentiments et part chercher des boissons. Ailleurs dans le complexe, Yuigard et son équipe dégustent eux aussi de la nourriture humaine tout en faisant semblant de la trouver immangeable. Yuigard demande à ses démons de lui offrir un peu de divertissement, alors Fufun se lève et se met à danser comme un vieux schnock ivre. Yuigard l'assomme pour cette danse ridicule, alors 2 autres démons se lèvent et se giflent mutuellement comme dans une comédie des Looney Tunes des années 40. Aucun d'eux ne remarque qu'une de leurs boucles d'oreilles anti-magie est tombée, libérant du mana maléfique dans l'air. Pendant ce temps, le héros idiot arrive devant le complexe hôtelier et Tsuya lui demande de la laisser profiter des sources chaudes. Il sourit d'un air suffisant et sort un cristal démoniaque de sa pochette, affirmant qu'il peut le vendre pour payer leurs vacances. Cependant, le cristal absorbe le mana maléfique présent dans l'air et renforce le pouvoir des 2 démons qui se battent, ce qui commence à détruire le complexe hôtelier autour d'eux. Tsuya remarque les 2 démons sans cervelle qui se battent, tandis que le cristal s'attache au héros, utilisant le mana maléfique des démons pour le transformer en une bête obscure. La bête commence à détruire tout le complexe autour d'eux, mais Flio empêche le bâtiment tout entier de s'effondrer. Il dit à Fenris d'aller inspecter les lieux, tandis qu'Uliminas explique que le monstre a été créé par une gemme noire qui est devenue incontrôlable parce qu'elle a été utilisée par un humain. Alors que les filles s'apprêtent à partir pour arrêter la bête, Gol leur rappelle que Flio peut facilement s'en charger. Cependant, elle s'énerve et part quand même, refusant de laisser tout le fardeau sur les épaules de Flio.
Gol, inspiré par leur courage, décide d'emmener Uliminas avec lui pour aider également. Après que Gol se soit approché du monstre, Yuigard l'aperçoit et bondit, prêt pour une revanche. Yuigard lance des rafales d'énergie noire sur Gol, qui les bloque sans peine. Il utilise alors la bête des ténèbres pour lui envoyer un puissant rayon. Gol le bloque tout aussi facilement qu'auparavant, ce qui exaspère son frère. Pendant ce temps, Balirosa informe Flio qu'une bête des ténèbres attaque la station balnéaire. Elle lui explique que Gol discutait tout à l'heure avec des individus suspects et qu'il est donc possible qu'il se soit associé à Yuigard pour mener cette attaque. Cependant, Flio lui répond qu'il est impossible que Gol fasse une chose pareille et qu'il lui fait confiance pour s'occuper de Yuigard. D'une manière ou d'une autre, la bête des ténèbres capture Gol avec ses tentacules, alors Gol bouge son corps et le fait basculer à l'intérieur du bâtiment. Comme Gol a du mal à contrer la puissante magie de la gemme, Fenris décide de séparer les humains de la gemme. Elle se téléporte au-dessus de la gemme et frappe le héros pour le faire sortir, ce qui dissipe le monstre noir et fait chuter Tsuya d'une grande hauteur, mais Gol la protège. Par la suite, Yuigard se prépare à combattre Gol à nouveau. En bas, Uliminas demande au groupe de Yuigard pourquoi ils font un tel vacarme, mais les 4 infernaux lui répondent qu'ils profitaient simplement de leurs vacances, et n'ont rien à voir avec les 2 frères. Foufoun se met en colère contre Uliminas et l'attaque avec son araignée, mais le chat bondit sur elle avec fureur. Sur le toit, Gol bloque facilement toutes les frappes de Yuigard avant de riposter par un sortilège. Yuigard continue néanmoins de l'attaquer, furieux que son puissant frère se contente désormais de parer ses attaques de manière si passive. Passant enfin aux choses sérieuses, Gol saisit la bouche de Yuigard et scelle tout son mana. Gol lui dit qu'il a appris ce sort auprès des humains pour vaincre l'ancien seigneur démon, affirmant que leur race démoniaque a toujours poussé les humains à bout. Yuigard se sent trahi que son frère ait utilisé des techniques humaines, tandis qu'en bas, le personnel de la station balnéaire combine ses pouvoirs magiques et le scelle avec le reste de son équipe. Furieux qu'ils aient endommagé sa station, le propriétaire les bannit tous vers le royaume des démons devant tout le monde. Pendant ce temps, alors que Fenrisis utilise le visage du héros comme un tambour pour avoir gâché ses vacances, Balirosa lui dit de s'éloigner du bâtiment afin que Flio puisse le réparer par magie. Une fois les réparations magiques effectuées, la famille Flio se met à nettoyer et à remettre en état le complexe en un rien de temps, pour le plus grand plaisir de la propriétaire. En guise de remerciement, elle annonce à tout le monde qu'ils sont libres de profiter de son complexe autant qu'ils le souhaitent. Par la suite, les filles se taquinent toutes les unes les autres dans les sources chaudes, tandis que Flio profite d'un moment de tranquillité avec Gol. Gol l'admire pour ne pas utiliser ses pouvoirs de manière égoïste, affirmant qu'avec son soutien, ils peuvent mettre fin à la guerre inutile entre les humains et les démons. Flio lui répond que même s'il dispose de pouvoirs surnaturels, il n'a toujours pas de solution miracle pour résoudre tous leurs conflits. Cependant, il garde espoir qu'avec le soutien de ses amis et de sa femme, ils pourront progressivement avancer vers une solution et Gol accepte de le soutenir dans cette aventure. Après le bain, tout le monde se réjouit de profiter d'un buffet gratuit offert par le propriétaire, tandis qu'un serveur donne secrètement à Fenris de la nourriture pour renforcer son pouvoir d'amour. Pendant ce temps, Balirosa remercie Gol d'avoir protégé les humains et Uliminas devient jalouse de l'avoir essayé de flirter avec lui. Après un bon dîner, ils vont tous se coucher et plus tard dans la nuit, Fenris sort pour s'asseoir avec Flio qui lui demande ce qu'elle pense des humains. Fenris lui répond que même si les humains sont faibles, leur vie est remplie d'autres objectifs que le simple combat. Elle se souvient de la facilité avec laquelle Balirosa l'a vaincu grâce à sa cuisine, ajoutant qu'après avoir passé tant de temps avec les humains, elle a appris à les respecter et à les aimer. Fenris se demande pourquoi Flio veut savoir cela et il répond que si les combats entre humains et démons s'intensifient, il aura besoin de son aide pour protéger les innocents. Il la serre fort dans ses bras, affirmant qu'avec son aide, il maintiendra toujours l'équilibre et aidera équitablement les deux camps. Et Fenris accepte de le soutenir quoi qu'il décide. Puis elle le serre encore plus fort, déclarant qu'elle veut créer un monde meilleur pour leur futur enfant et tous deux partagent une nuit passionnée. Plus tard dans la matinée, les Billery et Blossom remarquent à quel point Fenris est joyeuse et tentent d'ignorer ce qui s'est passé. Gol semble ne rien remarquer, mais Uliminas le fait taire et ils se téléportent tous chez eux. Bientôt, la vie reprend son cours normal. Bellano commence sa carrière d'enseignante, Blossom cultive ses légumes avec Iya et Flio travaille sur son équipement avec Gol. Alors que Balirosa revient de sa chasse, Uliminas se montre protectrice envers Gol. Elle change donc de sujet et s'enquiert de la cérémonie de couronnement de la princesse Elisabeth. Flio pense que les villes doivent être en effervescence pour leur nouvelle reine, mais Balirosa craint que les démons n'attaquent. Cependant, Gol lui dit qu'il faudra un certain temps à Yuigard avant de pouvoir récupérer son mana. De retour dans la capitale royale, Elisabeth achève son couronnement et demande à son conseiller où se trouve son père. Sachant que celui-ci
celui-ci s'est enfui après avoir été démasqué pour ses méfaits, Elisabeth est déterminée à réparer ses erreurs. Pendant ce temps, le héros idiot se cache dans un autre repère avec Tsuya qui en a assez de fuir sans cesse. Il tente de lui faire croire qu'un jour, il redeviendra le héros et qu'elle devrait donc se remonter le moral. De retour chez le baron, Fenris appelle tout le monde à l'intérieur pour le dîner et il se réjouit d'avoir se fait tant de nouveaux amis dans ce monde. Il s'approche de Fenris et lui suggère que s'ils ouvrent un jour une boutique, il pourrait y proposer ses plats et les produits de la ferme. Fenris accepte de l'aider à ouvrir la boutique de ses rêves et ils rentrent ensemble.